que c'était quelque chose d'extraordinaire, puisque ça a changé la face du monde, mais ça a changé la face du monde peut-être pour ceux qui avaient réellement commandité les choses et préparé les choses. Alors Bertrand, je vais vous céder la parole. Déjà, peut-être pouvez-vous nous introduire cette question du symbolisme chez Emmanuel Macron, et puis après, plus précisément, nous allons voir ensemble une analyse de son portrait officiel, et ensuite nous reviendrons sur certaines de ses déclarations tout au long de son premier mandat et du début du deuxième. Alors peut-être juste un point de rappel par rapport à la première partie de l'émission. Mais je voudrais quand même dire que la France a refusé la proposition de désescalade dans le conflit qui est appelé guerre entre le Hamas et Israël. Et je trouve ça extrêmement stupéfiant, les positions de la France, puisque c'était pareil pour toutes les enquêtes sur Nord Stream, sur les biolabs, maintenant sur la désescalade. Donc on a une France qui est un pays de la guerre et du chaos, et qui n'est plus un pays de la paix, de l'apaisement et du dialogue entre les peuples, entre les religions, entre les civilisations. Et là, vous parlez de symboles et des gens qui sont mis au pouvoir et qui pourraient avoir 3 caractéristiques, dont leur adoration des symboles, et vous évoquez le portrait officiel de Macron. Et c'est vraiment ça qui m'a fait tomber, entre guillemets, de ma chaise, hein, puisque j'avais toujours une vision. Alors, cher Bertrand, permettez-moi, j'indique aux auditeurs que si vous nous entendez en direct ou en podcast, je vous invite sur votre ordinateur ou sur votre téléphone à afficher la photo du portrait officiel du président de la République pour que vous l'ayez sous les yeux, parce que c'est assez marquant quand on l'a sous les yeux. Alors justement, donc moi j'avais toujours, et on en discutait avant l'émission, un mal fond à comprendre comment les politiques de certains grands pays occidentaux devenaient aussi irrationnels, comprendre également le profil des présidents de ces pays, qui sont souvent des gens jeunes, qui sont ou alors très âgés comme Biden. On se demande parfois s'ils sont en pleine et entière possession de leurs moyens. Il y a beaucoup d'informations qui passent sur leur usage de drogue, leur vie assez dépravée ou pas. En fait, j'ai pas à juger ça, mais on se dit, il manque aujourd'hui à la tête des États des gens qui ont un certain vécu, qui ont une forme de dignité par rapport aux générations précédentes et aux générations qui vont suivre. Mais il me manquait quelque chose pour étayer de façon concrète cette espèce de sentiment de pourquoi est-ce que irrésistiblement on a l'impression d'aller vers le chaos. Et il y a quelques mois, la photo le portrait officiel de Macron a été rendu obligatoire dans les mairies, ce qui n'était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'un maire ne peut pas ne pas afficher la photo dans un cadre d'une certaine taille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un maire qui était astucieux, qui a dit « mais moi je vais faire la photo de timbre-poste dans le cadre de la bonne taille ». Et ça m'a donné envie de regarder ce portrait officiel. Et je pense que ça va être une partie de notre discussion. Et franchement, ce que j'ai vu, puisque depuis, je suis vraiment quelqu'un qui est passionné d'art. Il y a plus de 10 ans, j'ai fondé une galerie d'art contemporain qui s'est développée partout dans le monde. Donc j'ai appris à lire de façon de plus en plus nette, entre guillemets, le travail d'artiste, les codes cachés, les informations, puisqu'en fait une œuvre d'art c'est un ensemble de symboles, un ensemble de signes qui sont censés créer des émotions ou créer une adhésion ou créer en fait c'est vraiment créer des émotions ou supprimer, entre guillemets, c'est-à-dire des œuvres comme les nuls le décrivaient, les inconnus, une peinture blanche sur une toile blanche avec un trait blanc au milieu. En fait, le vide ultime, en fait, c'est quand on dépouille l'art de toute autre chose que des concepts, et donc on essaie d'enlever cette idée d'émotion. Macron, lui, il l'a fait, et il a conçu lui-même, puisque ça on le voit avec les tweets de Sibeth Ndiaye, il a construit, entre guillemets, la photo parfaite, hein, avec des livres, avec des symboles, avec un trucage, et j'utilise bien le mot trucage, de son visage.
avec une attitude devant ce bureau qui est un bureau 18e, qui est couvert d'un maroquin rouge sang, et qui veut dire beaucoup en fait quand on discutera plus de la photo, qui est une photo qu'on peut regarder dans tous les sens, et dans chaque sens, qu'on la passe en couleur, en noir et blanc, etc., on découvre des choses. On peut séparer son visage en deux parties, la partie droite, la partie gauche, on peut séparer son corps en deux parties, la partie haute et la partie basse, femme, homme, joie, agression. En fait, on n'est que dans la manipulation, on est dans la déstabilisation, et en fait, la photo fonctionne comme un rébut, et je ne vais pas conclure avant qu'on en ait parlé, mais qui est un rébut machiavélique, qui est un rébut diabolique. Cette photo n'est pas qu'imposée, malheureusement, dans les mairies, elle est imposée partout, c'est-à-dire que vous allez la retrouver dans les préaux des écoles, même dans les villages, les bureaux de poste qui sont sur le point de fermer reçoivent des exemplaires de la photo et ils doivent l'afficher. Vous avez ça dans les EHPAD, c'est une photo qu'on retrouve partout, comme dans les tyranies, cette espèce du culte du chef, et c'est une photo qui nous présente quelqu'un sous d'autres habits que ceux dans lesquels on l'a présenté jusqu'à maintenant, de Jupiter, de Mozart, de la finance, etc., et qui sont des habits absolument effrayant. Alors, ce point est important parce que Emmanuel Macron ne s'est jamais caché de son amour pour le jeu. On sait qu'il est, enfin c'est public, il le dit lui-même, il en parle dans son livre Révolution, son amour du théâtre, du jeu, du déguisement, du travestissement. On l'a vu d'ailleurs tout au long de son premier mandat, à chaque fois se vêtir de costumes militaires, d'aviateurs, d'ingénieurs, de sous-mariniers. On a vu des dizaines de ces images où à chaque fois il se grimait. Et on voit d'ailleurs des prestations de lui, jeune homme, où il est attifé d'un costume d'épouvantail. C'est très intéressant comme image. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que lui-même se revendique de son amour pour le théâtre, donc encore une fois dans son livre, Révolution. Et un passage, moi, m'a beaucoup surpris. Enfin, il y a plusieurs passages, en fait. Il insiste sur le fait qu'il choisit sa vie, qu'il choisit son rôle. Je vous donne quelques citations. D'aussi loin qu'il m'en souvienne, j'ai toujours eu cette volonté, choisir ma vie. Quelques lignes plus tard, j'ai donc choisi ma vie, comme si à chaque étape je découvrais une évidence. C'est dans ces années d'apprentissage que s'est formée chez moi cette conviction que rien n'est plus précieux que la libre disposition de soi-même. C'est très étrange cette insistance sur voilà, cette capacité à disposer de soi. Et la page d'après, je vous relis une citation. Il explique, donc il parle de son enfance, et il est très peu disserte sur son enfance, il passe assez vite à Brigitte, et il explique « Je ne voyageais alors qu'en esprit. Je connaissais la nature, les fleurs et les arbres par le style des écrivains, et plus encore par l'envoûtement qu'ils faisaient naître. J'ai appris chez Colette ce qu'est un chat ou une fleur, et chez Giono le vent froid de la Provence et la vérité des caractères. Gide et Cocteau étaient mes compagnons irremplaçables. » Ce sont les premiers auteurs qu'il cite dans ce livre. Là, on est page, c'est la 3e page de son livre. Les 4 premiers auteurs qu'il cite sont Colette, Cocteau, Gide et Giono. Alors, je ne sais pas pour vous, cher Antoine Assaf ou cher Bertrand Scholler, mais quand j'étais garçon, j'aurais plutôt pensé à Alexandre Dumas, à Jules Verne, Balzac peut-être. C'était plutôt ça mon imaginaire de garçon. Là non, c'est Colette, bisexuelle notoire, qui portait le complet veston, alors que c'était extrêmement mal vu, voire interdit à l'époque. Cocteau, homosexuel notoire également. Gide, auteur des faux monnayeurs. On voit cette question de la fausse monnaie déjà. Gide qui se définissait lui-même comme un uraniste pédéraste. Alors, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui aiment les définitions, parce que je ne savais pas ce que signifiait vraiment le mot uraniste, je suis allé chercher une définition.
Et donc, voilà ce que nous dit le dictionnaire. Uraniste, qui est homosexuel. Le véritable uraniste refuse tout comportement et toute occupation virile. Il se conduit comme une femme, adoptant parfois toutes les habitudes sociales, les vêtements, la parure féminin. C'est étrange, hein, ces références. De même, une petite citation de Colette. Je vise le véridique hermaphrodite mental. C'est encore une fois étrange. Alors, Giono, lui, à ma connaissance, n'était pas homosexuel, mais l'un des thèmes de son œuvre, notamment dans l'Iris de Suse, c'est la dialectique dissimulation-simulation. Et là, je cite un article qui dit que cette dialectique dissimulation-simulation occupe une place d'autant plus importante qu'elle est liée à un thème cher chez Giono, celui du déguisement. Donc, j'insiste sur ce point, sur le fait que les premiers auteurs que Macron met en exergue dans son livre, ce sont des homosexuels, alors ils ont bien sûr le droit d'être homosexuels, mais revendiqués, qui aiment l'ambivalence, encore une fois, Colette, bisexuelle, qui porte le complet veston, Gide, le faux monnayeur, cette passion du déguisement, de la dissimulation, et donc du jeu, de ce que l'on veut faire voir pour cacher autre chose. Donc je ne crois pas que ça soit anodin. Il faut prendre au sérieux les écrits et les paroles des gens, comme nous prenons au sérieux notamment la parole du Hamas ou d'autres. Il faut écouter ce qu'ils disent et lire ce qu'ils lisent. Je trouve ça très intéressant et je vous laisse continuer, cher Bertrand Scholler. Si je me permets. Et oui, je vous en prie, Antoine Assaf. C'est que il y a plusieurs choses. La première remarque, c'est quand j'ai vu le portrait officiel, il n'y a rien de nouveau, parce que le portrait de Louis XIV est plein de symboles aussi. Et un des symboles que je n'ai pas trouvé dans le portrait de Macron, c'est que Louis XIV s'est fait peindre les semelles en rouge. Et quand on va plus loin, il y en a qui le rattachent, chercher si Loup Boutin a fait des semelles rouges à cause du 14, en fait non, c'était les manucuristes que la couleur. Notre ami Loup Boutin, qui est d'origine égyptienne, n'avait pas ce symbole, mais le symbole de la semelle rouge chez Louis XIV est fondamental parce que c'est la semelle tachée du sang des guerriers sur le champ de bataille, et quand il l'a vue, il a dit à celui qui l'habille, vous me garderez désormais la couleur rouge pour me rappeler du champ de bataille de mes hommes et de ceux qui meurent. C'est magnifique comme symbole. Chez Macron, vous avez une fenêtre ouverte sur l'Élysée, 2 arbres vers le ciel, Jupiter. Vous avez l'horloge dorée à droite. On est maître des horloges. Vous avez le drapeau européen, on voit pas les 12 étoiles d'une partie. Vous avez le drapeau français, vous avez la Légion d'honneur. Vous avez deux portables qu'il avait, donc un peu la modernité, le Start-up Nation. Et je termine, il n'est pas debout. Il est un peu assis, décontracté, et il est un peu dans un élan jupitérien. Louis XIV, c'est le roi soleil. Alors, mais il a marché plus. Voyez-vous, ça, c'est le portrait. Et je termine en disant, tout cela, c'est le tempérament, d'après ce que je t'ai dit, que de la littérature, les références, de l'esthète, qui a toujours mis de côté une certaine forme. Vous avez parlé d'Uranus, mais André Gide est celui qui, à la NRF, a refusé l'entrée de Jean Cocteau en disant, ça n'est pas de cette homosexualité dont nous voulons parler et faire la promotion. Cocteau est un efféminé et je n'en veux pas. Et Cocteau était très blessé. Il est parti, enfin nous connaissons l'histoire avec Jean Marais et d'autres, mais Gide a toujours défendu une homosexualité virile. La preuve, quand l'ombre des jeunes filles... Et pédérastique. Oui, c'est-à-dire que, vous allez voir, c'est-à-dire non, qui n'aboutit pas à la vie, quoi. Les enfants qu'il caressait, etc. Tout cela devait aboutir à une forme de stérilité pour que l'intellect puisse jouir de lui-même à la manière grecque, quoi. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il a refusé l'ombre des jeunes filles en fleurs de Proust, en disant, et reprochant à Proust, je reviens, c'est que finalement, tu déguises Albert, ton amant, en Albertine. Et cela, tu retardes, regarde la phrase de Gide, tu retardes notre cause d'homosexualité virile de la NRF
d'un siècle. Et d'ailleurs, en 1921, on l'a. Voyez-vous, c'est comme ça, c'est cet esthétisme stérile, et je termine sur ça, qui ressemblerait d'ailleurs à son deuxième mandat. Le premier, c'était jupitérien, mais le deuxième, il a dit, c'est Vulcain. Et c'est lui qui a dit, c'est pas symbolique. Vulcain, le travailleur, on va voir s'il réussit. À mon avis, il va s'évertuer à tuer les siens pour favoriser d'autres, peut-être Marine, mais il n'acceptera pas qu'Édouard Philippe lui succéderont. Ça, c'est Vulcain. Alors, je rends la parole à Bertrand Schoeller. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer sur l'analyse de cette image, justement avec cette question des deux portables? Ça nous renvoie à la question des deux alliances, ça nous renvoie à la question de la symétrie de cette image, de la gémellité. Il y a quelque chose de la contemplation de soi narcissique dans le miroir, du dédoublement de l'image. Il y a quelque chose de gênant, en fait, dans cette... Alors déjà, en fait, juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit, moi je suis pas remonté aussi loin que les portraits des rois. Je me suis contenté de regarder les portraits des présidents de la Ve République, et on a effectivement chez Macron l'envie de ne pas faire un portrait officiel, mais l'envie de faire passer un message. Donc je vous rappelle que c'est un portrait officiel, et donc tous les présidents précédents ont joué le jeu, et ils se mettaient dans un jardin, ils se mettaient dans une bibliothèque, et ils essayaient de se grandir ou pas se grandir, d'être au grand air, ou d'être... et ça s'arrêtait là, et y compris De Gaulle. Et là, on a un président, comme vous l'avez dit, qui a un bureau plein de symboles qu'il a tous installés lui-même. Et ces symboles sont pas neutres. Donc je vais revenir sur ce que vous venez de dire, Alexandre, puisqu'en fait la photo, elle est complètement double. C'est-à-dire que d'une part, il donne le même pouvoir à la France et à l'Europe en termes de symbolique, et il est le premier président à faire ça. C'est-à-dire que sa photo attache autant d'importance au drapeau européen qu'au drapeau français. Et pour les gens qui connaissent le marketing, elle a même plus d'importance au drapeau européen puisqu'il est sur la droite. Et le sens de lecture, c'est toujours gauche à droite. Donc ce qui est à droite est plus important. Vous avez expliqué, vous avez évoqué l'horloge comme maîtrise du temps. Non, en fait, l'horloge de Macron, elle est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que les aiguilles... Maître des horloges. Ouais, oui, justement, maître des horloges. Voilà. Et ben lui, en fait, il a positionné les églises comme maître du temps. Et donc, Dieu, en fait, est le grand horloger de l'univers. Mais le maître du temps, en fait, c'est ce qu'affirme être Macron, puisqu'il a positionné les aiguilles de son horloge sur... Et l'horloge est importante, puisqu'en fait, c'est... Les aiguilles dessinent le nombre de secondes qu'il y a dans 24 heures, quand vous les prenez. Et celui qui contrôle le temps, puisque le temps, on sait avec Einstein, le temps, la mesure, le mètre, etc., il contrôle l'espace, en fait. Il contrôle l'espace-temps. Et Macron se met comme celui qui n'est pas le grand horloger, mais celui qui contrôle le temps. Et je vous rappelle qu'en fait, chez les horlogers, les aiguilles, quand une horloge est mise à l'arrêt, en fait, elles forment une trinité, elles ne forment pas une pyramide, c'est-à-dire que les aiguilles sont placées sur le 10, le 2 et le 6, l'aiguille des secondes. Pourquoi elles sont placées là quand l'horloge est à l'arrêt? C'est le symbole de la résurrection. Donc en fait, l'aiguille, elle est placée comme le Christ en croix, et quand on va redémarrer l'horloge, ça va revivre. Le 8h20 renverse. Exactement. C'est exactement comme le symbole Peace and Love. En fait, c'est une trinité inversée. Donc c'est négatif en fait. Et c'est lui est toujours dans l'inversion des symboles. Mais c'est inversé dans la maîtrise, non pas comme un grand horloger, mais comme celui qui contrôle le temps qui passe. En fait. Et puis l'exaltation de soi, tu as cité la phrase, répète la formule, se contenter de soi, se disposer de soi-même. Oui, c'est dans les rêveries du promeneur solitaire, rousseauiste a instauré ça. Le jeu mais Rousseau condamné par les autres. Rousseau écrit mieux que Macron. Ah oui, c'est certain, là, avec un style infiniment plus beau. Je voudrais revenir, cher Bertrand Schoeller, sur ce que vous dites, parce que vous évoquez cette posture christique dans ces aiguilles. Il faut dire que c'est pas délirant. Hein. Il y a un aspect de spiritualité très fort chez Emmanuel Macron. Lui-même le reconnaît. Il faut voir ses interviews. Je cite un article du Monde du 23 septembre 2017, donc pas un journal spécialement complotiste.
c'est le titre de l'article. Emmanuel Macron, un président très spirituel. Et les amis d'Emmanuel Macron, qui sont interviewés dans cet article, disent que Emmanuel Macron aime beaucoup à rappeler que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et un autre de ses amis dit Emmanuel est habité. Alors le même article précise que, alors que lui-même dans son livre Révolution explique qu'il n'est pas du tout d'une famille croyante, a demandé à être baptisé à l'âge de 12 ans. Dans une autre interview, il explique lui-même, c'est Macron qui parle, il y a une dimension de spiritualité, la conviction qu'il existe une transcendance. Il dit également dans le JDD en février 2017, « Je ne sépare pas Dieu du politique, ni l'immanence de la transcendance. » Et je vous rappellerai aussi cette sortie un peu lunaire, où il s'arrête en disant « La bête de l'événement est là, et elle arrive. » L'événement est là, et elle arrive. La bête de l'événement est là, et elle arrive. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a, et Bertrand Scheller l'a rappelé, c'est lui-même qui a composé ce portrait. Donc, on l'a dit en introduction, lui est fasciné par le symbole, mais il est également très attiré par la spiritualité et par la transcendance. Alors je vais re-rentrer dans le portrait, parce que en rentrant trop dans le détail de l'horloge. Donc il y a la partie gauche, et sur la partie gauche, en fait, il y a 3 objets qui sont alignés en séquence. Le premier objet, c'est un encrier doré qu'on voit, et c'est un encrier avec 3 petits flacons, dont celui du milieu, qui ressemble à un clocher, en fait, et sur lequel il y a un coq. Mais quand vous regardez en agrandi, le coq, en fait, c'est pas comme le coq d'un clocher qui est triomphal et qui indique le vent. On voit très nettement qu'il est empalé, ce coq. Et c'est important, j'y reviens. Donc on a un coq empalé, mais un encrier, c'est le symbole de l'écriture, en fait. L'écriture qui est le premier média. Donc on utilisait des plumes, de l'encre, et on écrivait, et ça permettait de diffuser et de multiplier en fait des interventions, mais c'est aussi la peinture, puisqu'on en a 3, et c'est le sang d'encre, puisque a priori l'encre qu'on met dedans, dans ce calice, puisqu'en fait les 3 pots ressemblent à des calices, c'est pas du vin, c'est de l'encre qu'on met dedans, et donc c'est pas neutre. Et Macron, c'est un président de la modernité, pourquoi est-ce qu'il met ce type d'objet-là? Donc ça a forcément de l'importance. Mais on a un coq. Le deuxième objet qui suit en séquence, ce sont les mémoires du général de Gaulle. Et ces mémoires, c'est pas une édition originale des mémoires, c'est une collection de la Pléiade. Et la Pléiade, c'est de l'agneau écorché, en fait, puisque c'est de la peau d'agneau, c'est tout doux comme un bébé, etc. Donc on a un coq empalé, on a un agneau écorché. Et dans la chrétienté, en fait, il y a 3 symboles, 3 animaux symboliques, et il manquait le poisson. Et donc je me dis, où est le poisson? Et quand on regarde le bras gauche d'Emmanuel Macron, derrière, il y a quelque chose qui esthétiquement me choquait quand je voyais la photo. C'était le dossier d'un siège en osier. Et qu'est-ce que c'est de l'osier à l'époque du Christ? C'était la manière avec laquelle on ramassait les poissons après les avoir pêchés, souvent dans des carrelets qui eux-mêmes étaient tissés avec de l'osier en bambou, et on faisait suffoquer les poissons dedans. En fait, on laissait mourir les poissons. Et donc, dans sa photo, Macron choisit 3 symboles très nets de la mort la plus horrible pour les 3 animaux important de la religion chrétienne, puisqu'on a un agneau qui est écorché et qui sert à couvrir les livres de la Pléiade. Je ne pense pas que la Pléiade ait choisi l'agneau pour ça, hein. C'est une peau douce, etc. Mais c'est vraiment important de souligner que les 3 livres qui sont sur le bureau d'Emmanuel Macron sont 3 livres de la Pléiade, alors que ce ne sont pas des livres très anciens, donc ce serait tellement plus pratique de mettre les éditions originales, éventuellement même signées avec une dédicace, parce qu'elles sont forcément dans les collections de l'Élysée. Donc avec la collection de Mitterrand, ça. Exactement.
la deuxième chose, donc ce coq en palais, qui est, et on y reviendra si on évoque l'incendie de Notre-Dame et le coq de Notre-Dame qui était sur la flèche. Et donc ces poissons étouffés, qui suffoquent, puisque la mort la plus terrible pour un poisson, c'est de se retrouver à terre et puis pouvoir vivre normalement et dans l'eau. Et donc on a ça. Donc on a ce livre de Gaulle en Pléiade, mais le livre il n'est pas ouvert sur n'importe quelle page. Il est ouvert sur le nucléaire, puisque ce sont les mémoires de guerre de Napoléon, et forcément dans ces mémoires il évoque le nucléaire. Et on voit Macron, de Gaulle, pardon. Et on voit Macron qui ouvre le livre frénétiquement pour trouver la bonne page et pour l'ouvrir sur la bonne page. C'est-à-dire qu'il n'ouvre pas par esthétisme comme pourrait le faire n'importe qui, il ouvre pour faire passer un message. Et le troisième symbole, qui était presque le plus choquant sur les photos d'un président français, ce sont deux téléphones américains, puisque ce sont deux iPhones. Et quelle est la caractéristique d'un iPhone? C'est d'être un objet de verre et de métal. Et tous dans notre imaginaire collectif, deux objets de verre et de métal qui sont longs, élancés et qui sont couchés, c'est les tours jumelles du 11 septembre. Et donc, qu'est-ce que c'est les tours jumelles du 11 septembre? C'est le Patriot Act, le contrôle, etc., officiel sur la pensée des gens, sur leur liberté d'exercer un droit de s'exprimer. Mais c'est surtout la technologie. Donc, on avait l'écriture calligraphique, on a ensuite l'imprimerie avec le livre de Gaulle, et ensuite on a les nouvelles technologies. Donc on a 7 alignements, et ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que sur l'image, pour vous indiquer que c'est vraiment le 11 septembre que symbolise ces deux téléphones, c'est que sur l'écran du téléphone qui est sur le dessus, qu'est-ce qu'on a? On a le reflet du coq en palais. Mais l'inversion d'un coq, c'est une poule. Et une poule, c'est un œuf. Donc les deux téléphones dessinent avec leur tranche un 11 et se reflètent dessus une poule, puisque là, elle est, vous verrez, il n'y a vraiment pas les pattes ni l'empale, on a juste la poule, c'est-à-dire qu'on a comme une poule qui couvre. Donc on a 9, 11. Et c'est pas du tout tiré par les cheveux, puisqu'on va voir, tout s'accumule pour aller dans cette direction de ma photo. Mais je finis. Et en fait, tout de suite, j'ai vu ces trois choses, mais j'ai pas pu m'empêcher de voir une chose qui était dans l'exact même alignement, c'est la fameuse bague que Macron porte à sa main droite. Et je me suis dit, on a l'écriture, on a l'imprimerie, on a les nouvelles technologiques, et il nous annonce que cette bague à sa main droite est le média suivant, qui serait un peu l'intelligence artificielle, le contrôle des âmes. Et donc on cherche, et on trouve, alors j'ai pas les références, les dates exactes, mais on a Yuval Harari qui a répété plein de fois, et Klaus Schwab, qu'à un moment, en fait, l'intelligence artificielle, le contrôle de l'intelligence artificielle mondiale et le pouvoir suprême pourrait tenir dans une bague et rendre la personne qui possède le contrôle sur cette intelligence artificielle un espèce de maître du monde. Et ils le disent et ils le répètent souvent. Sauf qu'en fait, des anneaux. Exactement. Sauf qu'en fait, Macron, on va le voir à ce moment-là. Sauf que Macron, on va le voir dans l'étude de la photo, va beaucoup plus loin, puisqu'en fait, on n'est plus du tout dans un pouvoir terrestre, dans un pouvoir informatique, dans la séquence des pouvoirs normaux, puisqu'en fait, il se présente comme quelqu'un qui a un pouvoir qui est bien au-delà de l'imagination des hommes, bien au-delà de ce que pourrait être l'intelligence artificielle, puisqu'on se rapproche d'un pouvoir de Dieu. Et c'est pas par hasard, Vulcain, Jupiter, etc., etc. Et en parlant de Jupiter, j'invite les personnes qui nous écoutent à regarder le dessin de la signature d'Emmanuel Macron, ensuite de prendre un bouquin d'astrologie, de regarder le symbole astrologique de Jupiter, et de regarder côte à côte le symbole astrologique de Jupiter, et la signature d'Emmanuel Macron. Je pense que vous allez tomber de votre fauteuil. Et ensuite, quand vous allez regarder entre le bras droit d'Emmanuel Macron et son corps, donc de l'autre côté, vous avez ce fameux panier en osier qui nous permet d'avoir le poisson étouffé, suffocant, et bien là, vous allez regarder le dessin
du balcon, des ferronneries du balcon, et vous retrouvez le symbole exact en astrologie de Jupiter. Et donc sur cette photo, et moi en tant que galeriste, et là c'est le galeriste qui parle, c'est pas le consultant stratégique qui a fait des longues études, etc. C'est vraiment le galeriste qui regarde la symbolique. Toutes ces choses n'arrivent pas là par hasard. Et vous parliez des arbres, maintenant vous mettez la photo en noir et blanc et vous la retournez. Et vous dites il a l'air détendu, bah, vous allez voir la force et la détermination sur ses mains et vous allez avoir l'impression qu'en fait il se dessine en retournant la photo et en la mettant en noir et blanc comme une chauve-souris. Et vous allez voir que les arbres dessinent les ailes de cette chauve-souris. Je voudrais revenir, avant d'aller sur les autres symboles dans cette photographie, revenir sur un point. Parce que vous avez évoqué les autres portraits des présidents de la République. Il y a quand même quelque chose de très frappant dans ce portrait. Vraiment, pour moi, la première qui vient à l'esprit, c'est cette symétrie. Quand on pense, mais dans la composition et même dans la position du corps, avec ses deux mains, etc. Vous prenez les portraits de Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, même Hollande. C'est jamais parfaitement centré, ils sont un peu de profil, etc., etc. Là, même dans la position des bras, les fenêtres ouvertes derrière sont parfaitement symétriques. Il y a les deux drapeaux en symétrie, deux bibliothèques en symétrie. Et regarde en face. Et il regarde droit devant lui. Donc on a vraiment cette symétrie parfaite. Alors vous l'avez rappelé, il y a ces deux téléphones. Pourquoi deux téléphones? C'est quelque chose de très étrange. Et revenons, je voudrais qu'on insiste un peu sur cette question. Ces deux bagues, parce que pour un homme marié qui plus est, porter deux alliances, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, porter deux alliances, ça veut dire qu'il a deux allégeances. Moi, c'est ça qui me frappe. Cette question n'a jamais été posée. Elle lui a été posée une fois, je crois. Non, oui, mais c'est une bague pour nos 10 ans de... Et la 3 heures, d'ailleurs, ça nous renvoie à Cocteau. Pour nos 10 ans de mariage, ce qui est faux... Elle a été faite par Cartier pour Cocteau. Non, mais ce qui est faux, vu que ils se sont mariés en 2007... Il faut voir le gâteau du mariage. Je vous invite vraiment à regarder les images du gâteau du mariage. Ils se sont mariés en 2007 et ils portent cette deuxième bague avant 2017 et donc avant les 10 ans de mariage. Ah oui, ça. Moi, je me permets, c'est très passionnant parce que j'ai eu des symboles, tu en ajoutes beaucoup et tu interprètes, et j'ai senti dans les deux arbres, il y avait la symétrie du visage, mais la réflexion rapide que je fais, c'est que Louis XIV a laissé ce portrait avec plein de symboles. Regardez le siècle qu'il a laissé et ce qu'il a laissé pour la France. Ce château qui a été alerté plus de 5 fois, hein, on s'amuse, on les appelle les gamins, les joueurs, il n'y a pas que de jeu, il prépare quelque chose. Regardez ce qu'il a laissé pour la France, pour la langue, le génie de la France, le classicisme qui, James Joyce dit, il n'y a pas d'époque pour le classicisme, tout être qui est clair, le Cid est beau, il est dans le classicisme, on peut être peintre classique aujourd'hui. Et regardez, après un quinquennat, on a le droit de dire, de tous ces symboles, qu'est-ce qui reste? Il a forcé une génération de 20 ans, 25 ans, qui est à peine une député au Parlement, qui côtoie des députés corréziens, auvergnates, d'une expérience incroyable du terroir français. Et voilà, c'est ça qui me chagrine. Justement, c'est très intéressant parce que vous ouvrez une autre porte qui est dans cette photo. Alors d'une part, il n'a pas refait de photo. Et il l'impose 6 ans après. Cette photo, elle a été imposée en mai 2023, 6 ans après avoir été faite. Ça c'est intéressant parce que Mitterrand... C'est pas le premier quinquennat. Non, Mitterrand et Chirac ont fait un deuxième portrait. Et c'était leur deuxième mandat. Et c'était les grands photographes qui étaient utilisés. Alors que là, la photographe qu'il a choisie, c'est quelqu'un qui a sur Instagram de la Moissonnière. Elle a sur son Instagram comme photo de profil le drapeau LGBT+. C'est Sophie de la Moissonnière? Non, elle a un prénom qui est compliqué. Mais ce qui est... Revenons sur exactement ce que vous voulez dire. Donc d'abord, vous avez parlé de Versailles.
Et on est en train de constater que la legacy de Emmanuel Macron, c'est la lanterne. Et c'est pas neutre, la lanterne. Donc je voyais passer quelqu'un qui évoquait Bohemian Club, etc. Alors, attendez, cher Bertrand, j'en profite pour lire les quelques messages qu'on a reçus de nos auditeurs. Ce message dont vous parlez, l'auditeur nous dit qu'il doit faire partie du Bohemian Club car il s'est montré avec un t-shirt affichant une chouette. Alors justement, je vais en parler très très rapidement. Parce que on va pouvoir évoquer la chouette, c'est très intéressant. Un auditeur nous envoie gentiment la photo de la pendule. Et un autre auditeur nous signale que l'osier, c'est aussi le panier dans lequel est placé puis retrouvé Moïse. Oui, exactement. Mais c'est comme ça que je suis arrivé à ça, puisque je me suis rappelé du film des 10 commandements où on voit cette scène en fait. Mais revenons à la lanterne. Et la lanterne, c'est un lieu qui devient très important parce que je vous rappelle pour tous que le 17 décembre 2020, Emmanuel Macron annonce qu'il est cas contact asymptomatique et qu'il part se retirer à la lanterne. Et donc c'est un moment important puisqu'en décembre, vous vous rappelez, il y a tous les problèmes qui sont énormes aux États-Unis avec l'élection américaine, etc. Je ne vais pas vous faire un dessin avec tout ce qui se passe sur la fabrication des vaccins, sur les traitements, sur le traitement des images. Enfin, on a des bateaux dans lesquels on a l'impression que les gens sont en train d'être des morts vivants, des paquebots qui sont abandonnés. Enfin, on est dans une espèce de psychose collective qui va crescendo à partir de mars et on va voir pendant cette semaine où Emmanuel Macron est retiré à la lanterne, des tas de choses qui se passent. Mais la chose la plus incroyable qui se passe, c'est que Emmanuel Macron, depuis sa naissance, est dans le symbole. Il est né le 21 décembre 1977. Et le 21 décembre, comme tout le monde sait, c'est le solstice d'hiver. Et donc c'est une date pour toutes les civilisations. Et vous remarquez que c'est aussi une date symétrique. Ouais. 21-12. C'est exactement. Et c'est un homme Damien. Et ils insistent beaucoup sur Damien. Et la Bible Damien. Exactement. La cathédrale dont a parlé Russell. Exactement. Mais aussi, dans toute la mythologie de l'Antéchrist est toujours Damien. Et on se rappelle du film avec Grégory Peck des années 70 qui s'appelle Damien, la malédiction. Et en anglais, ça donne Damien the Omen. Et comment s'appelle le griffon noir des Macron? Il s'appelle Nemo. Nemo Omen. C'est un griffon noir. Et quelle est la caractéristique du griffon? Au-delà du fait que depuis quelques années, devant le siège des Nations Unies à New York, il y a un griffon également, un grand griffon. Donc c'est un animal fantastique qui est très lié à la culture satanique, et on va arriver à la chouette et au Bohemian Club, mais tout ça c'est très étonnant, surtout que quand on contacte le chenil de la SPA, où les Macron sont allés chercher le chien, ils vous disent, ils sont venus avant l'été, Brigitte Macron, pour dire que le couple présidentiel voulait un chien, mais retrouvait un chien abandonné, et après les vacances à Brégançon, alors, je ne vais pas parler des scooters de mer immatriculés 666, etc., etc. Je pense que bizarrement, quelques jours avant que les Macron arrivent, il dit on a bien réfléchi, on voudrait un chien, mais pas forcément un labrador, qui soit noir, d'une certaine taille, etc., mais vraiment noir. Et comme par hasard, après cet appel où le chenil, on dit mais ils n'ont rien, on leur dépose un griffon noir, un peu mix labrador, le chien parfait, qu'évidemment les Macron récupèrent. Mais toutes ces coïncidences, en fait, comme sur les photos où il y a un tapis à l'Élysée qui s'appelle Soleil Noir, d'un artiste qui est aujourd'hui accusé de pédophilie, etc. Mais je reviens juste en arrière pour la lanterne. Le 21 décembre 2020, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose qui s'est passé 3 fois dans l'histoire du monde moderne, si on considère que le monde moderne démarre avec la naissance du Christ, entre guillemets, puisque c'est nos agendas, en tout cas en Occident, démarrent à cette date-là. Et bien, au-dessus de Bethléem,
il y a 2000 ans, il y a eu un alignement d'étoiles et l'étoile du Berger est censée par les lois de Kepler. Et quelles sont ces étoiles? Saturne, Jupiter se sont alignés dans le ciel et ont indiqué la ville de Bethléem. Ce même phénomène est arrivé en 1226. J'ai pas réussi à trouver comment et sur quoi était aligné, mais ce serait vraiment intéressant de trouver l'information. Et c'est arrivé le 21 décembre 2020, et vous pouvez chercher, ça vous prendra 5 minutes sur Internet. C'est écrit par tous les astrologues du monde entier, ce qui était un phénomène exceptionnel. C'est aligné à la verticale de Versailles, le 21 décembre, un jour de solstice d'hiver, pour l'anniversaire d'Emmanuel Macron. Et vraiment, je vous le dis, les mêmes étoiles, pour la 3e fois depuis la naissance du Christ, enfin, le jour de la naissance, puis, Saturne, Jupiter, Saturne, la Terre avec le Soleil derrière et la Lune, en pleine Lune, se sont alignés. Et qu'est-ce qui s'est passé le 21 décembre? Ça, c'est un compte sur Twitter qui dit il y a des personnalités très importantes du monde qui sont venues faire une fête qui a été qualifiée de fête babylonienne au château de la Lanterne. Et la Lanterne, un château très particulier parce qu'il est en forêt, il est à proximité de pas mal d'aéroports où des jets peuvent arriver sans qu'on sache les personnes qui sont arrivées, contrairement au Bourget. Donc c'est un lieu où effectivement on peut imaginer que de tels événements se soient passés, alors qu'il était censé avoir un confinement, donc aucune rencontre, et en tout cas pas de dîner à plus de 6, et on parle de 12 invités autour de Macron. Et c'est pas du tout une légende, c'est des gens très très sérieux qui ont creusé ça. Mais surtout, 2 jours après, le président Emmanuel Macron annonce lui-même face caméra en selfie avec un t-shirt noir sur lequel est un hibou. Et le hibou, ça n'a rien à voir avec le Bohemian Club. Le hibou, en fait, c'est une symbolique de Baphomet et donc la civilisation babylonienne. Alors, ça et il nous annonce le vaccin. Même si, il faut le préciser, et ça c'est pas du tout un secret, c'est sur le site du Forum économique mondial de Davos et de Klaus Schwab, Macron est un young leader. Hein, oui. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je voudrais dire un mot parce que nous arrivons à la fin de l'émission. On pourra faire 10 émissions. Cher Bertrand, mais on en refera une autre très certainement. Ça peut sembler délirant ce qu'on dit, mais ce n'est pas nous qui nous appelons nous-mêmes Jupiter ou Vulcain. Absolument. Ce n'est pas nous, comme ministre de l'économie, qui nous disons si le président est Jupiter, alors je suis Hermès, son messager. Ce n'est pas nous qui faisons de la numérologie en conférence de presse, ce n'est pas nous qui parlons de nouvel an solaire ou de nouvel an lunaire. À tout bout de champ, ce n'est pas nous qui parlons de la bête de l'événement qui est là et qui arrive. Et je voudrais juste conclure avec Benoît XVI, qui, dès qu'il a été démis par Obama, par l'État profond, faites des recherches, ça vous prendra quelques minutes, et remplacé par François, qui devait être un pape de transition, mais qui est là depuis très longtemps, et Benoît XVI qui a tissé, en parlant de l'antéchrist, oui, qui était Bertrand, on peut dire que tous les symboles se sont inclinés ce jour-là quand il est descendu à Marseille. Mais on fera une émission devant la marque de Pierre. On fera une émission sur le pape. Et devant Notre-Dame de la Garde. Je conclus avec l'exergue d'un livre de Jean Baudrillard, qui est également l'auteur de Simulacre et Simulation, intéressant, La transparence du mal. Puisque le monde prend un cours délirant, nous devons prendre sur lui un point de vue délirant. En général, les gens tombent dans les pommes à la fin de cette première partie d'explication. Je me suis arrêté au symbole générique je l'ai regardé, mais toi, tu vas dans des trucs. C'est mon métier, moi. Oui, mais je veux dire, c'est intéressant. Et en même temps, quand je l'ai vu, j'étais à Marseille, s'incliner devant. Il a lui-même imposé sa visite à Marseille. Il n'était pas invité. Oui, je sais. Il a tout imposé parce qu'il sait que là se trouve le symbole de sa vie. Et à Marseille et au Mont-Saint-Michel aussi. Au Mont-Saint-Michel, absolument.
N'oubliez pas de partager, de commenter cette vidéo. N'oubliez pas d'en parler à vos proches.